Aujourd'hui, nous sommes au mémorial du camp de Rivesaltes en compagnie de Agnès Sajaloli. Voilà. Donc vous êtes la responsable du mémorial. Ouais, je suis la directrice du mémorial. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce mémorial, le nombre de visites, et voilà, expliquez-nous un peu tout ça. Alors peut-être avant de vous parler de mémorial, je vais peut-être vous parler de l'histoire du camp. Voilà, oui. Alors ce camp, c'est un camp tout à fait singulier. C'est le plus grand camp d'internement de toute l'Europe de l'Ouest. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le plus grand camp en termes de superficie. Parce que le camp ouvre en janvier 1941. Au départ, c'est un camp militaire. Et qui va ouvrir officiellement le 14 janvier 1941 pour être un camp d'internement des Espagnols, donc qui en février 1939 ont franchi la frontière au moment de la retirada et qui sont allés sur le camp des plages, mais aussi avec le gouvernement de Vichy, des Juifs et des Tziganes. Donc, il y a une première partie du camp qui fonctionne de janvier 1941 à novembre 1942, où là il y a à peu près 17 500 personnes qui seront internées, avec une année terrible qui est l'année 42, puisque dès l'été 42, les Juifs, le gouvernement de Vichy va déporter les Juifs de France. Et donc il y a, d'ici même où on se parle, c'est-à-dire de l'ancienne place d'appel du mémorial, du camp, il y a plus de 2200 Juifs qui vont partir d'ici où on est, direction Rivesaltes, Drancy, Auschwitz-Birkenau. Et le camp là va fermer en novembre 1942, puisque les troupes allemandes envahissent la zone libre, et les Allemands vont réquisitionner le camp, ce qui fait que les gens qui sont là vont être répartis sur d'autres camps. Fin de la guerre de 1945 à 1948, le camp va servir de centre de dépôt pour 11 000 prisonniers de guerre de l'Axe, c'est-à-dire les Allemands, les Italiens, qui ont combattu avec les nazis, et donc qui sont prisonniers, ils vont rester là de 1945 à 1948. Donc c'est la deuxième période du camp. Il y aura aussi des collaborateurs et des auteurs des trafiquants de marché noir. Puis le camp redevient militaire, ce qu'il était à l'origine avant d'ouvrir en 1941. Et il va, au moment de la guerre d'Algérie, dès 1958, le camp va servir de base pour que tous les appelés du contingent qui vont faire la guerre d'Algérie vont passer par le camp en formation militaire. D'accord. Et après la signature des accords d'Évian, donc en avril 1962, le camp va, dans un premier temps, servir de centre de transit pour 587 prisonniers FLN, c'est-à-dire des Algériens qui ont été faits prisonniers sur le territoire français et qui, dans le cadre des accords d'Évian, repartent en Algérie, puis pour 22 000 harkis en septembre 1962, qui eux fuient l'Algérie et vont rester ici jusqu'en 1964. Et en 1964, c'est pas fini, il y a 800 familles de tirailleurs guinéens, malgaches et nord-vietnamiens qui vont être là jusqu'en 1966 dans le cadre des guerres de décolonisation. Donc, le camp, voilà, c'est-à-dire que, première chose, en surface, le camp fait 600 hectares, ce qui est absolument énorme. Deuxième chose, en termes de durée, alors même si c'est des périodes hachées, on a 41-66. Donc, et troisième chose, la nature des populations qui sont passées par ici. Contrairement à d'autres camps, on a à Rivesaltes, c'est unique, on a vraiment des Espagnols jusqu'aux tirailleurs guinéens malgaches. Si vous voulez, c'est un camp qui est relié à pratiquement un siècle d'histoire de France, avec une guerre mondiale, guerre d'Espagne, guerre mondiale, guerre de décolonisation. Ce qui fait qu'on a ici une histoire très singulière. Pourquoi Rivesaltes ? Il y avait quelque chose de particulier. Alors, c'est-à-dire que c'est à Rivesaltes que qu'il y avait ce camp militaire qui était fait au départ pour accueillir les troupes coloniales. Voilà. Donc ils s'en sont servis. Voilà, ils s'en sont servis. Et alors, ce qu'on remarque dans l'histoire, c'est qu'en gros, ça c'est une constante, c'est que ce soit au moment de la guerre d'Algérie, que ce soit au moment de la Deuxième Guerre mondiale, chaque fois, qu'est-ce qui fait que les gens viennent ici? Ils ne le choisissent pas. Il y a 60 000 personnes qui sont passées par ce camp. C'est qu'à un moment donné, les gouvernements français correspondant à la période considèrent que ces gens sont indésirables. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont un danger
Donc on les met pour la sûreté nationale. Voilà, à D'accord. tort, à raison, voilà. Mais en fait, voilà, ça veut dire que, en gros, ce camp, il est... C'est un peu les pestiférés, quoi. Voilà, c'est-à-dire ce camp, il est indicatif de la manière dont les gouvernements français ont contribué, alors pour la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, à la déportation des Juifs, mais aussi comment ils ont géré, enfin géré entre guillemets, des populations qu'ils ne souhaitaient pas voir venir sur leur territoire. C'est ça. Oui, on les a mis bien loin pour ne pas les voir. Voilà, et donc alors j'ai répondu à... Voilà, c'est pas... Et parler du camp, c'est du coup parler du mémorial, c'est que... Donc l'histoire de ce mémorial, elle est aussi très singulière, c'est que, en fait, il a fallu pratiquement 20 ans pour que, entre l'idée de faire un mémorial et que ça soit construit, qui est à l'origine de la volonté de deux citoyens ordinaires, Claude Delmas, Claude Vaucher, puis c'est relié par les associations mémoriales, puis c'est relié par les politiques, et par Christian Bourquin qui, pendant 20 ans, a fait de la création de ce lieu son combat politique. L'engagement de la région étant un engagement qui a été poursuivi par le président Larry et aujourd'hui par la présidente Delga. Donc c'est d'ailleurs un établissement financé par la région et le département des Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire que qu'il y ait ce mémorial ici, c'est aussi un combat. Sûrement, oui. Sûrement. Donc il y a beaucoup de visiteurs, je suppose, qui passent par ici. Alors voilà, on a à peu près 50 000 visiteurs par an, sachant qu'on est un lieu tout récent, puisque on a ouvert il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et que c'est un camp qui était absolument inconnu. C'est-à-dire que l'histoire de Rivesaltes, il faut qu'on la porte, évidemment, sur le territoire départemental, mais ça, bon, les gens du coin connaissent. Ben, pas tous. Au niveau de la région, au niveau national et international. Donc voilà, on a 50 000 visiteurs, c'est bien, mais évidemment, on travaille à ce que ce camp mérite d'être beaucoup plus largement fréquenté. Donc il y a surtout des gens qui viennent parce qu'ils ont eu de la famille, des parents qui ont été internés ici. Alors les publics sont très variés. Oui. Alors il y a les publics qui sont reliés à l'histoire, que ce soit les témoins directs qui reviennent parfois après très longtemps, notamment les juifs qui ont été déportés d'ici et qui ont survécu, les enfants qui étaient là reviennent avec leur famille pour leur raconter ce qui s'est passé. Mais on a aussi des visiteurs, voilà, on a aussi des gens qui font du tourisme de mémoire, on a du tourisme culturel, on a énormément de scolaires parce qu'on a, nous la jeunesse elle est au centre des préoccupations du mémorial, donc on a à peu près 20 000 scolaires par an et on a multiplié par 3 le nombre de jeunes qui venaient ici et ça c'est très important, sachant qu'on commence les visites à partir du CP. On a créé des modules de visite pour les petits de 6 ans, évidemment en étant extrêmement attentifs à ne pas les tromper, bien sûr. Ce sont des visites qui sont adaptées à leur âge, à ce qu'ils peuvent entendre et voir, et à quoi ils peuvent accéder intellectuellement. Donc, voilà, du coup, on a énormément de visiteurs qui viennent aussi à peu près à 25% de la Catalogne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, mais aussi on a des publics qui viennent de France, de toute la France, des publics qui viennent de l'étranger aussi. Donc vous organisez quoi? Des conférences, beaucoup de choses? Alors il y a une programmation toute l'année, donc il faut savoir qu'à Rivesaltes, il y a un projet qui est scientifique, qui est artistique et qui est culturel, c'est les trois. Alors on a un conseil scientifique composé de 20 scientifiques qui sont issus, voilà, qui sont des historiens, mais aussi des philosophes, des sociologues, des psychanalystes, enfin voilà, il y a énormément voilà, parce que l'idée du projet, c'est de dire ce qui s'est passé ici, il faut que ça nous fasse comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Parce que les déplacements forcés de population, il y en a encore aujourd'hui. Les phénomènes de racisme et d'antisémitisme, il y en a encore aujourd'hui. Et du coup, nous, le travail qu'on mène, c'est de dire, voilà, l'histoire. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui se passait hier, parce que l'histoire ne se répète pas. Pour autant, il s'agit d'expliquer au public, et notamment au public jeune, quels sont les mécanismes qui ont ostracisé différentes populations, qui les ont maltraitées, voire qui les ont, pour certains, envoyés à la mort, et que ça, c'est un travail de citoyenneté d'aujourd'hui pour comprendre comment, aujourd'hui, faire en sorte d'être vigilant sur ces phénomènes-là. Surtout établir la vérité. Alors la vérité, je dirais les vérités, parce que
si vous voulez, c'est une histoire très compliquée. Très compliquée parce que tous ces gens sont indésirables. Mais pour autant, tous ces gens n'ont pas vécu les mêmes situations historiques, n'ont pas eu le même statut d'internement et n'ont pas vécu de la même manière dans le camp quand ils y étaient. Donc notre travail, c'est aussi d'expliquer du mieux possible et le plus clairement possible ces choses assez compliquées quand même. Donc il y a des choses de prévues pour... Alors donc voilà, donc je reviens sur la programmation, c'est-à-dire qu'on a ce projet scientifique qui essaie de mettre en lien l'histoire et l'actualité et qui essaie de poser les grandes questions qui se posent à Rivesaltes, parce qu'il y a l'histoire, mais il y a comment on réfléchit sur l'histoire. Par exemple, si je vous dis que la déportation des Juifs en 1942, elle pose la question de quoi l'homme est-il capable? Ça, on va se tourner vers un philosophe pour le savoir. Oui. Si on prend la question des harkis, la question de ces supplétifs qui ont combattu en Algérie aux côtés de l'armée française, qui n'ont pas fait des choix idéologiques, contrairement à ce qu'on pense, Oui. et qui se disent mais nous on va arriver en France, et qui sont mis dans ces camps, qui sont oubliés, qui sont vraiment, enfin qui sont traités de manière indigne aussi par rapport, bien qu'ils n'aient pas été déportés et qu'ils n'aient pas vécu de génocide, subi de génocide. Vous voyez, voilà, ça veut dire que là on va se tourner vers quelqu'un qui va être spécialiste de la violence d'État. C'est ça. Ou on va se tourner vers quelqu'un spécialiste de la guerre d'Algérie. Vous voyez, c'est que chacun, voilà, l'idée c'est que le projet scientifique, et alors qui correspond à une programmation, je vais en parler, il est, parce que c'est important d'expliquer pourquoi, il est vraiment fait pour éclairer et pour se poser toutes les questions possibles par rapport à cette histoire complexe. Alors, donc dans la programmation scientifique, on a des colloques tous les ans, on a des rencontres avec des témoins, c'est-à-dire on a des gens, des témoins directs, des Espagnols, voilà, ou des enfants qui viennent raconter. L'année prochaine, par exemple, on aura un monsieur qui s'appelle Marcel Lofleur, donc, qui est d'origine tzigane, dont toute la famille est passée par Rivesaltes, bon lui il est plus jeune, et qui va venir, au nom de sa famille, rencontrer des jeunes pour leur raconter ce que sa famille a vécu, et il se trouve qu'il est aussi accordéoniste. Ah. Spécialiste de la... Et on va aussi programmer un concert. Il est artiste, on va programmer un de ses concerts. Voilà. Parce qu'il y a la question scientifique. Donc il y a des colloques, il y a des journées d'études, il y a des rencontres témoins, et il y a tout ce qu'on met en place autour de la formation des enseignants. D'accord. Oui, c'est important aussi. Voilà, parce que c'est très important de travailler aussi en amont. Voilà, on fait à peu près 3 formations à 4 formations d'enseignants par an. Donc voilà, donc des journées d'études qui ont des sujets différents chaque année, des journées de formation qui ont des sujets différents chaque année. Deuxième axe important, c'est la question de la culture. Parce que quand on regarde les phénomènes d'ostracisation, on se rend compte que les gens ont des préjugés. Et que la question des préjugés, c'est une question culturelle. Et que nous, le travail, c'est de dire, voilà, il faut que Rivesaltes le mémorial soit un lieu où on va poser des choses, des jalons tous les ans, pour que les publics puissent venir régulièrement et avoir différents points de vue. C'est ça. Et par exemple, on a quelque chose qui s'appelle les Nuits du Mémorial, où tous les 2 mois, on invite une personnalité dont le parcours croise les grandes questions qui se posent à Rivesaltes. Et alors, c'est des choses qui ne sont pas des conférences, c'est juste des moments où, pendant 45 minutes, l'invité va raconter sa vie, son parcours. Il y aura des gens qui vont poser des questions. Et après 45 minutes, les gens vont dire... Alors, on a accueilli par exemple des gens comme Robert Bédigan, le réalisateur. On a accueilli quelqu'un comme Maurice Cyrulnik, qui on a échangé sur qu'est-ce que c'est la résilience. On a accueilli, des écrivains, on a accueilli des cinéastes, on a accueilli Lilian Thuram, footballeur, qui est venu raconter comment lui, il a découvert qu'il était noir. Ah oui. Il a découvert le racisme. Ah oui. Vous voyez, et tout ça, c'est des choses vraiment, c'est pas ce qu'on appelle vulgairement des prises de tête, hein, c'est toujours ouvert vraiment à tout le monde. Voilà, et donc ces questions-là, elles nous aident. C'est une programmation culturelle avec des rendez-vous tous les ans pour qu'on puisse, autour des colloques, vous voyez, compléter pour que les gens qui ne viendraient pas sur un colloque se disent tiens, mais moi,
poids. Ça m'intéresse d'écouter Liliane Thuram, ça m'intéresse d'écouter Robert Guédiguian, ça m'intéresse d'écouter Laurent Godet, parce qu'on fait aussi beaucoup de rendez-vous littéraires. Voilà. Et troisième chose, il y a des personnalités. Voilà. Pour que les gens puissent. Et la question, c'est la question aussi des artistes. Alors il se trouve que moi, avant d'être ici, voilà, j'ai dirigé un théâtre. Ah bon. Voilà, mais que j'ai pu observer moi dans mon parcours professionnel que les artistes, c'est des gens très importants. Là, on va travailler avec Kali, qui est un compagnon de route du mémorial. Kali est venu dans du milieu mémorial. On va faire un grand concert avec Kali sur le toit du mémorial le 27 septembre. On va vous dire à quelle époque, le 27 septembre. Et on va travailler avec un autre artiste qui s'appelle Thomas Jiménez, qui est musicien, et on va raconter la retirada en chanson, en musique, avec 50 personnes qui vont raconter leur retirada. On travaille avec des chorégraphes. On a Christian Iso qui est venu faire une garde. Vous voyez, parce que tout ça, c'est aussi, c'est pareil, c'est semer des petits cailloux. Des cailloux. Parce que les gens qui viennent faire une résidence artistique, on accueille des spectacles. On va accueillir par exemple l'année prochaine un spectacle de monsieur qui s'appelle Rachid Bouali, qui a fait un spectacle qui s'appelle Sans laisser de traces. Il est parti à Calais pendant des mois où il a interviewé les gens de Calais, les migrants, mais il a aussi interviewé les riverains. Oui, pour savoir aussi qu'ils en pensaient. Voilà, parce que c'est pas simple ces questions-là. Vous voyez, et chaque fois qu'il y a un spectacle, qu'il y a un concert, qu'il y a un salon de lecture à l'aube à 5h du matin, enfin voilà, chaque fois, il y a aussi le travail avec Radio France, bon, chaque fois c'est l'objet de parcours qu'on mène avec le public. Donc on a surtout les médias, on n'entend que ce que les médias veulent bien nous dire. Donc effectivement, rencontrer des riverains, c'est important parce qu'ils savent. Voilà, c'est-à-dire que nous, alors on travaille aussi très bien avec la presse, hein, c'est évidemment, oui, bien sûr, les médias c'est important, mais si vous voulez, nous on essaie de travailler vraiment sur un travail au long cours qui est, mais l'histoire de ce camp elle est compliquée, il faut du temps pour l'appréhender, et si on veut justement combattre contre ces préjugés racistes antisémites, alors il faut aussi qu'il y ait un choc esthétique, qu'il y ait une rencontre sensible. Vous parlez d'un film qui a été fait, un documentaire qui a été fait sur les Ziganes. Alors, on va l'année prochaine consacrer une grosse partie de la programmation à la question de Ziganes, puisqu'il y a plus de 1000 Ziganes qui étaient ici en 1941-1942. Alors, aucun n'a été déporté dans les camps d'extermination d'Auschwitz, mais ils ont subi les mêmes... Ça a été absolument terrible pour eux. Et donc cette mémoire, elle est importante. On n'avait pas pu encore y consacrer une chose importante. Voilà, parce que pour différentes raisons, notamment des raisons commémoratives, c'est que cette année, on est 80e anniversaire de la retirade. Et voilà. Et du coup, l'année prochaine, alors on va avoir une grande exposition qui est sur la question des Ziganes. Alors, quand je dis Ziganes, il faut être clair. Voilà, c'est-à-dire que nous, à Rivesaltes, c'est des Ziganes qui venaient de l'Est. Bon. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas parler de la question de l'ostracisation des populations roms, sinti, gitanes, Ziganes aujourd'hui. Donc voilà, donc on va mener un travail sur la question historique des Ziganes à Rivesaltes, et on va mener, alors il y a ce monsieur qui s'appelle Marcel Lefleur qui va rencontrer des jeunes et qui va créer ce concert autour de la musique zigane. On va travailler aussi dans le cadre de la formation des enseignants avec ce film dont vous parlez. Donc tous les ans on fait des formations pour les profs, et l'année prochaine le sujet ce sera la question des Ziganes et des préjugés ou des idées reçues que nous avons sur les Ziganes, roms, gitanes, sinti aujourd'hui. Donc il y aura des historiens qui vont parler le matin, et l'après-midi il se trouve qu'il y a un duo de journalistes documentaristes qui s'appelle Anna Pitoun et Valérie Mito, qui avaient fait un film il y a quelques années qui s'appelait Des poules et des grosses voitures. Bon, je pense que le titre est suffisamment évocateur. Donc on va programmer ce film, elles vont venir toutes les deux et elles vont échanger avec les enseignants sur comment elles ont fait ce film, pourquoi elles l'ont fait et comment ce film peut contribuer à faire tomber les barrières et les préjugés. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez nous dire sur le mémorial? J'ai vu qu'il y avait un auditorium, là, il y a plein de photos. Alors là, en ce moment, on a une exposition qui est exceptionnelle. C'est que quand on a ouvert le mémorial, on est tombé sur 3-4 photos qui étaient des portraits de gens à Rivesaltes en 1941. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait des de ces photos Alors, c'est pas...
Donc on a trouvé ces photos. On est allé on s'est dit on va chercher. Donc on a fait des recherches et on a vu que ce monsieur, c'était un photographe, il s'appelait Paul Sen, qui était un photoreporter suisse, qui a été financé par la Croix-Rouge pour aller en Espagne dès 1938, photographier la guerre d'Espagne. Vous savez que la guerre d'Espagne, c'est le conflit du XXe siècle qui a créé, mais qui a généré la première grosse médiatisation, puisque techniquement, les photographes ont des matériels plus légers, bon, etc. Et donc ce Paul Sen, il arrive en Espagne en 1938, il photographie la guerre d'Espagne, il fait la Retiérada, donc il photographie aussi la Retiérada, il est financé par la Croix-Rouge pour le faire, et il photographie le camp de Rivesaltes et le camp du RCB. On a découvert, on est allé à Berne, on est allé jusqu'en Suisse, et là on a découvert un fonds photographique exceptionnel. Il y a plus de 1200 photos consacrées à cette période. Voilà, on a travaillé avec un des commissaires de l'exposition qui s'appelle Marcus Schorf, qui a consacré sa vie aux archives Paul Sen. Il a numérisé les photos et on peut accueillir aujourd'hui une exposition exceptionnelle de photos que personne n'a jamais vues. Et en plus, non seulement c'est un photographe de presse, mais c'est un portraitiste exceptionnel. Et là, voilà, donc là, on a cette exposition en ce moment. On va avoir le 19 juillet, dans le cadre de notre partenariat avec Radio France, une lecture à 5h du matin, au moment où il fait nuit dehors, qui s'appelle Un lever de soleil, par une comédienne qui s'appelle Judith Henry, que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait joué dans La Discrète avec Fabrice Lucchini. Elle a joué aussi dans le Germinal de Berry, donc très belle comédienne qui va venir lire des extraits de Pour qui sonne le glas d'Hemingway, toujours en lien avec l'histoire de la Retiérada, et on aura une journée consacrée à des concerts de musique espagnole. Ça va être intéressant. Voilà, et donc voilà, et je vous conseille, voilà. Je suppose qu'il faut réserver peut-être. Voilà, il faut réserver, il vaut mieux, et puis bon, voilà, il y a le mémorial a un site, il suffit d'aller sur le site, il y a de s'inscrire à la newsletter et vous êtes informé régulièrement de tout ce qui se passe ici. Et il se passe entre l'auditorium, la salle d'exposition permanente, le café qui est important, parce que c'est un lieu de convivialité important, les salles pédagogiques, il y a toujours quelque chose à Rivesaltes. Voilà. Et dans ce petit coin, là où on se trouve Alors là, on se trouve dans un patio. Alors là, bon, les gens viennent, voilà, on échanger entre eux. Alors on a un café parce que c'est important aussi de pouvoir... L'exposition, elle fait 1000 mètres carrés, c'est une mémoire douloureuse, c'est une mémoire lourde, c'est une mémoire tragique. C'est une mémoire, voilà. Et donc c'est important d'avoir un endroit agréable, convivial pour se poser, pour boire un café, un chocolat. Il y a une restauration rapide, de plage, voilà, pour les gens qui, voilà. Et donc c'est important d'accueillir les gens correctement, parce que quand on sait la manière dont les internés ont été traités ici, la moindre des choses qu'on puisse faire nous, c'est leur rendre hommage en étant un lieu vivant, en étant un lieu respectueux de leur mémoire, en étant un lieu exigeant sur la manière dont on transmet l'histoire aux générations futures. Et c'est peut-être dans l'accueil qu'on fait au public de déposer quelques petites parcelles d'humanisme et de fraternité. Voilà. Il faut essayer toujours de se souvenir de ce qui s'est passé. Voilà. Il ne faut jamais oublier. Non. Jamais. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à compléter? Non, je crois qu'on a tout dit. Vous êtes on est ouvert tous les jours. Tous les jours. Alors, tous les jours, on est fermé au public le lundi sur les mois d'hiver. Oui. Sinon, on est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Donc, c'est pas la peine de réserver, sauf pour des cas particuliers. Oui, alors c'est sûr que pour ce qui est spectacle, color, tout ça, c'est mieux parce que, vous voyez, le jour où on a eu Boris Cyrulnik, bon, c'est quand même, Boris Cyrulnik, c'était une chance de l'avoir. Bon, on avait 300 personnes, on a une jauge de 150, donc voilà, c'est toujours mieux de réserver parce que nous aussi, on peut anticiper l'accueil. D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Ici. Et puis, à très bientôt pour un prochain reportage. À très bientôt.